عندما يصبح الصمت العالمي شريكا في الجريمة، وحين يمنح القاتل ترخيصا بالقتل، تصبح الكلمات سلاحا والمواقف مقاومة. ضيفنا اليوم لم يصمت وتحدث عن قمع كل من يرفع صوته عبر تهم جاهزة. كتابه الجديد يحمل عنوانا ثقيلا: Permis de tuer، رخصة بالقتل. عنوان لا يترك مجالا للحياد أو المجاملة، أما مضمونه فهو محاولة لكشف ما يخفى خلف السرديات وما يطمس تحت ركام الكلمات الرسمية. نستضيف أحد أبرز المفكرين الفرنسيين ومدير ومؤسس معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، السيد باسكال بونيفاس. Bonjour, Monsieur Boniface. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau à Paris. Euh, Généralement, lorsqu'un nouveau livre paraît, la première chose qui attire notre attention, c'est la couverture, le choix de couleurs et aussi le titre. Si vous pouvez en parler plus. Le choix de couleur, la couverture, c'est mon éditeur qui l'a trouvé, donc je lui laisserai la responsabilité. Moi j'hésitais à faire un peu les ruines de Gaza. Bon, il a trouvé un peu cette couverture un peu symbole évocative. Le titre, c'est plus moi, parce que effectivement, je pense que la communauté internationale, ou ce qu'on appelle tel quel, mais qui n'a pas vraiment de sens en réalité, il n'y a pas de communauté, mais en tous les cas, que le reste du monde a donné à Israël un permis de tuer à Gaza, et qu'on laisse Israël le faire, et que ce qui se passe à Gaza, il y a du négationnisme dans la mesure où vous avez en France des gens qui accusent les partisans d'Israël d'être des génocidaires. Non, en France, il y a des gens qui nient ce qui se passe. Ils sont dans le négationnisme. Et donc, ils nient la réalité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je rappelle que la Convention sur la génocide de 1948, une convention non seulement d'interdiction, mais également de prévention du génocide. Donc, on doit agir avant. Et je parle aussi de la Hasbara, puisque la Hasbara, eh ben, c'est la politique de communication d'Israël, l'explication. En fait, on n'explique pas, on déforme une réalité très désagréable pour la rendre acceptable. Et donc, je montre qu'il y a beaucoup de gens qui, en France, dans mon pays, participent à cette Hasbara. Est-ce que vous pensez qu'il est permis de critiquer Israël aujourd'hui ou c'est plus confortable de se taire? Alors, il est permis de critiquer Israël et c'est plus confortable de se taire. Les deux. Les deux sont vrais. Parce qu'on peut critiquer Israël, je le fais. Mais il y a beaucoup de médias qui, du coup, ne m'invitent pas. Et donc, on peut critiquer Israël. Il y a un prix à payer qui est une invisibilisation partielle de vous. Heureusement, je vis ça depuis assez longtemps. Les réseaux sociaux offrent une alternative. Il y a des médias qui m'invitent quand même. Mais il y a beaucoup de médias où j'étais très fréquemment invité auparavant et où je ne vais pas, où je ne vais plus. Et on voit que ceux qui viennent défendre la politique d'Israël ont table ouverte, ne sont pas contredits. On les écoute souvent avec respect, attention. Et ceux qui viennent critiquer ce qui se passe sont, eux, très souvent malmenés par les journalistes. On met leurs propos en doute, on les accuse d'antisémitisme. Donc voilà, pour répondre à votre question, les deux sont vrais. On peut critiquer Israël, mais il y a un prix à payer pour le faire. Bah, tout à fait, vous avez écrit plus de 80 livres, Oui. c'est bien ça? Et vous étiez sollicité plusieurs fois dans les médias françaises. Mais après la publication de votre livre, on trouve même pas un compte rendu dans les médias. Pourquoi ce blackout Alors, médiatique? j'étais très présent dans les médias à une époque où on parlait moins de géopolitique, où j'étais moins connu. Je pense que depuis, j'ai un peu musclé mon expérience, je pense être légitime, mais il y a des médias qui ne font pas appel à moi parce qu'ils n'aiment pas ce que je dis. Et en fait, mon exclusion des médias s'est fait en 2 temps. J'ai écrit en 2003 un livre «Est-il permis de critiquer Israël?» J'ai eu la réponse assez vite et c'est la même réponse que votre question. Oui, on peut, mais il y a un prix à payer. Et puis en 2011, j'ai écrit un livre qui m'a coûté beaucoup plus cher, qui s'appelle «Les intellectuels faussaires», où je mettais en avant les mensonges de certaines vedettes médiatiques. Mmh. Rien de ce que j'ai écrit dans ce livre n'a été démenti. Il n'y a aucun élément dit: «Ah non, là, c'est une erreur, là, c'est faux», et en fait, ceux que je dénonçais comme menteurs, comme faussaires, sont toujours dans les médias et moi, j'y suis beaucoup moins parce que les médias ont horreur qu'on les critique. Et donc quand vous critiquez des vedettes médiatiques, eux-mêmes se vengent en disant: «Tu vas pas inviter ce type-là, c'est un affreux personnage», et puis les médias se sentent un peu gênés eux-mêmes d'avoir été critiqués et donc, eh bien voilà, le premier qui a dit la vérité doit être exécuté.
Honnêtement, est-ce que c'est lié aussi au lobby, pro-israélien? Oui, en partie, le lobby pro-israélien, et d'ailleurs, je ne parle pas de lobby juif dans mon livre, Oui, oui. parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont universalistes et qui n'acceptent pas ce que Mmh. Israël fait parfois en leur nom d'ailleurs. Et donc, et d'ailleurs, ces personnalités juives sont elles-mêmes invisibilisées, sont elles-mêmes des gens comme Ronnie Proman, pourtant médecin humanitaire, donc il est spécialiste du Proche-Orient, médecin humanitaire, il a deux raisons d'être invité en permanence. Il ne l'est pas. Alain Grèche, Dominique Vidal, Sylvain Sipel, Esther Benbassa, la liste d'intellectuels ou de journalistes juifs qui sont un peu mis de côté parce qu'ils critiquent Israël, parce que simplement c'est leur conception et qu'ils disent ce qu'ils voient, est longue. Et puis vous avez plein de gens qui ne sont pas juifs, mais qui soutiennent Israël, qui ont parfois même été félicités par le porte-parole de l'armée israélienne en temps de guerre. C'est un peu curieux. Et donc c'est pour ça qu'il faut distinguer le lobby pro-israélien du lobby juif. À la page 20, vous dites, Israël, de la création par le droit à la violation du droit. Vous trouvez que le droit international est violé, depuis 1967? Ah bah oui, puisqu'il y a une résolution qui, normalement, a force obligatoire, qui demande à Israël de se retirer des territoires qu'elle a acquis par la force, qu'elle occupe par la force. Donc le droit international n'est pas respecté. Et effectivement, ce que je dis, c'est que Israël a été créé par une résolution des Nations Unies, par le mouvement juif, bien sûr, par le mouvement sioniste, mais c'est une résolution des Nations Unies qui crée Israël, qui lui permet d'exister et d'être reconnu par les membres de l'ONU. Et aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU est interdit de séjour en Israël. Et Israël, Netanyahou, accuse d'antisémitisme, et son ambassadeur à l'ONU accuse d'antisémitisme régulièrement l'ONU. Mmh. Et oui, le droit international est violé, et c'est d'autant plus flagrant, parce que moi je me base sur le droit. Le droit, c'est la protection pour tous. La règle de droit, elle est la même pour tous. Donc il n'y a pas, toi, je suis ton ami, donc je te pose pas le droit, et toi, t'es pas mon ami, donc je t'oppose le droit. Non, le droit, il est le même pour tous. Et ce que je montre aussi dans ce livre, c'est que le piège pour les pays occidentaux qui se sont engagés très fort pour la défense du droit international concernant la Russie et l'Ukraine, et ils avaient raison, parce qu'il y avait une vraie violation du droit international par la Russie qui a voulu envahir, qui a envahi l'Ukraine, mais très vite, moi j'ai sorti un livre le 30 août 2023, donc avant le 7 octobre, disant qu'il y a quand même une contradiction sur la guerre en Ukraine, disant qu'il y a quand même une contradiction des pays occidentaux, dans la mesure où ils reprochent la violation du droit à la Russie, mais ils n'ont jamais fait ce reproche à Israël, qui viole aussi le droit. Et avec le 7 octobre et les conséquences du 7 octobre, c'est encore plus visible, puisque les pays occidentaux qui demandaient à tous les autres pays de sanctionner la Russie, parce que la Russie avait envahi un autre pays, occupait les territoires par la force et bombardait les civils, ne font rien, alors qu'Israël occupe les territoires par la force et a tué beaucoup plus de civils que la Russie n'en a fait en Ukraine. Si on parle de la CPI, il y avait des sanctions, des juges et des agents à la CPI et après ça, on a l'impression que si le droit ne convient ni à Israël ni aux États-Unis, on le change. C'est normalement, une fois encore, le droit, il est le même pour tous, il est universel, il est général, et donc lorsque la CPI, pendant très longtemps, la CPI était un peu critiquée parce qu'elle ne mettait en cause, elle n'émettait des mandats d'arrêt que pour des dirigeants africains. Mmh. Et donc il y avait une sorte de dire, bon, quand même, la guerre en Irak était illégale, donc, mais il n'a jamais été question d'inculper George Bush ou Tony Blair. Et puis donc il y avait ce reproche qui était fait notamment par les pays africains qui disaient, vous dites que la Cour pénale internationale est une cour universelle, mais non, parce que il y a des grandes puissances comme la Russie, les États-Unis ou Israël et la Chine qui se tiennent à l'écart, et vous n'inculpez que des petits délinquants finalement. Bon, ils ont fait des grands crimes, mais ils sont pas à la tête de grandes puissances. Mmh. Alors il y a eu un changement quand Poutine a été vu un mandat d'arrêt être émis contre lui suite aux déportations d'enfants. Et donc tout le monde dit, vous voyez, c'est le progrès, la Cour pénale internationale est vraiment universelle. Mais les mêmes qui se sont félicités, et là encore de nouveau deux poids deux mesures, du mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine très rapidement, c'était très réticent à voir un mandat d'arrêt être émis contre Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien de l'époque, et Benjamin Netanyahou. Et donc, si vous pensez que la Cour pénale internationale est une bonne chose, vous ne dites pas une bonne chose, sauf
si elle attaque mes alliés, parce qu'en fait, la Cour pénale ne juge que les faits, elle juge pas les régimes. Certains ont dit, mais on ne peut pas mettre le Hamas sur le même plan, qui est une nation terroriste, que Israël, qui est un État démocratique. Alors non, on pourrait déjà s'interroger sur l'étendue du caractère démocratique d'Israël, pas pour les Palestiniens en tous les cas, et pas pour les Arabes israéliens qui ont un statut inférieur, mais surtout, c'est que la Cour pénale internationale n'est pas une cour constitutionnelle. Elle ne juge pas la nature politique d'un régime, elle juge les actions qu'il commet. Et malheureusement, un pays dans lequel les citoyens votent pour désigner leurs dirigeants peut commettre des crimes de guerre, peut commettre des crimes contre l'humanité. Et selon le droit international, comment vous décrivez ce qui se passe maintenant à Gaza? Un génocide? Un nettoyage ethnique? Quoi? Alors, nettoyage ethnique, il est en cours. Génocide, je pense qu'il est en cours. Le président de la République française a dit les historiens trancheront. Oui, ils trancheront plus tard. En fait, c'est les juges qui vont trancher. Ce ne sont pas les historiens. C'est les juges qui vont trancher. Mais je crains que quand les juges, et encore plus les historiens trancheront, il sera trop tard. Or, la Convention nous oblige à prévenir un génocide qui est en train de se commettre. Et donc, il faudrait intervenir tout de suite, arrêter les livraisons d'armes, prendre des sanctions immédiates contre Israël, ce que nous ne faisons pas. Donc, il y a à tout le moins un risque génocidaire, et je pense que chaque jour qui passe conforte ce risque génocidaire. La France se présente souvent comme la championne du droit international et des droits de l'homme, mais se fait discrète quand il s'agit de la Palestine. Est-ce que vous pensez que ces principes et ces valeurs s'effacent pour garder cette relation amicale avec Israël? Oui, ce qui est une double erreur. D'une part, depuis assez longtemps, la France est moins active sur ce dossier depuis 2005. Donc la France, les dirigeants français ont eu peur de se fâcher avec les États-Unis suite à l'opposition à la guerre d'Irak, et ils ont voulu se réconcilier aussi avec Israël suite aux campagnes assez réussies d'accusations d'antisémitisme, puisque Sharon, qui était au pouvoir à l'époque, disait que le soutien français à la cause palestinienne, ou que les critiques de la France par rapport à la répression à l'époque des Palestiniens étaient non pas mus par la défense de principe, mais par un antisémitisme mal contenu. Et donc la France a eu peur de cette campagne. Et il y a aussi, le président Macron l'a dit, la volonté de garder un lien avec le israélien pour exercer une influence sur lui. Mais ça, c'est vain. On n'a aucune influence sur Netanyahou. Ceux qui ont une influence sur Netanyahou, c'est Ben Gvir et Smotrich, parce qu'ils lui disent, si tu fais un cessez-le-feu, on s'en va, et ta coalition tombe. Donc en fait, je ne vois pas ce que la France a obtenu de Netanyahou depuis le 7 octobre, depuis le 8 octobre. Washington a une influence Et sur lui? Washington aurait plus d'influence s'il voulait s'en servir, mais ils ne le font pas. La seule chose que Biden a obtenue, c'est qu'il n'y ait pas de bombardement sur les installations pétrolières iraniennes pour qu'il n'y ait pas un enflamme, que tout le Proche-Orient et tout le Golfe s'enflamme. Donc en fait, il est venu protéger la production pétrolière de Pour des l'Iran, intérêts économiques mais et... surtout de l'Arabie Saoudite, son allié. Et donc on est intervenu pour protéger les puits de pétrole. Il n'y a pas eu d'intervention pour protéger des gens, Mm. des hommes, des femmes, des enfants. Et là, c'est effectivement très, très grave. Vous avez consacré un chapitre entier pour analyser les éléments de langage. Exemple, le Hamas se sert de civils comme bouclier humain, Israël fait le sale boulot pour d'autres. Pourquoi vous estimez nécessaire de mettre en avant cette démission, euh, souvent ignorée, je pense? Bah, j'ai repris un peu les arguments effectivement que l'on entend dans les débats publics pour les démonter. On parle de Gaza, on parle pas du Soudan, c'est parce que c'est Israël, donc c'est l'antisémitisme qui explique qu'on parle de Gaza et pas du Soudan. D'une part, moi je parle du Soudan, et deuxièmement, le Soudan n'est pas l'allié des pays occidentaux, on ne livre pas d'armes au Soudan, et il y a des sanctions qu'ils ont prises contre les généraux soudanais, donc on ne peut pas comparer tout ceci. Et j'essaie un peu de montrer la mauvaise foi de ceux qui avancent des arguments pour assurer l'impunité à Israël pour son comportement répréhensible. Mhm. Je passe à la page 115. Vous parlez de la campagne Brand Israel lancée en 2005. Est-ce que vous pensez que la guerre actuelle à Gaza l'a détruit? Oui et non. Alors effectivement, il est quand même plus difficile de défendre Israël maintenant, de dire bon. Alors c'est vrai que présenter Israël comme un pays sympathique, dans lequel il fait bon vivre, où il y a du soleil, dans lequel on mange bien et qu'il y a de la tech, Ça bah a non, changé. c'est un peu changé. Pour beaucoup de gens, Israël est un pays qui massacre une population civile
et qui a décrété une culpabilité politique par rapport à des attentats. La solidarité autour d'Israël était quasi unanime après le 7 octobre. Mm. Et Israël a perdu cette solidarité unanime de par des actions disproportionnées par rapport aux coups inadmissibles qu'elle a reçus. Si elle s'était contentée d'éliminer les dirigeants du Hamas, tout le monde aurait été d'accord. Elle ne l'a pas fait. Il y a au bas mot 54 000 morts, mais sans doute beaucoup plus, puisqu'on ne compte pas les cadavres sous les décombres, on ne compte pas ceux qui meurent de faim, on ne compte pas ceux qui meurent suite de leurs blessures, on ne compte pas ceux qui meurent faute de médicaments pour des maladies qu'ils avaient avant le conflit, etc., etc. L'hygiène, enfin tout ça est horrible. On ampute quand même des enfants sans anesthésie. Mais vous vous rendez compte Et les des gens maintenant, souffrances. ils n'ont rien mangé Et, aussi. et la famine maintenant arrive puisque depuis 10 semaines, tout est coupé. Et quand on fait des ravitaillements dans des conditions humiliantes et désordonnées, on tire sur la foule qui vient prendre cela. Donc voilà la situation qui est vraiment terrible. Le gouvernement Netanyahou ne reconnaît pas l'existence d'un État palestinien, ni comme territoire, ni comme peuple. On observe une intensification de déplacements forcés à Gaza, une colonisation continue de la Cisjordanie et un contrôle renforcé sur Jérusalem. Euh, Dans ce contexte, pensez-vous que la solution à deux États demeure une option réaliste? Il y en a pas d'autres, mais on se demande si elle est encore possible. Et surtout, on voit, enfin, je veux dire, s'il y a, enfin, en fait, Netanyahou est en train de réaliser le plan Trump de nettoyage ethnique de Gaza. C'est que quand vous n'avez rien à manger, vous êtes bombardé, oui, vous pouvez accepter de partir. Et à force d'être bombardé, il y a de moins en moins de Palestiniens, il y a beaucoup qui sont tués, mais surtout, c'est que la tentation du départ, auquel ils ont refusé, à laquelle ils ont refusé, ils se sont battus contre, mais si vous n'avez rien à manger, si vos enfants sont bombardés, que vous dites, bon, je peux voir mon enfant soit mourir de faim, soit mourir par les bombes, oui, ok, bah, je préfère, si on me donne le moyen de partir ailleurs, je vais peut-être étudier cela. Donc en fait, je ne sais pas si la solution des deux États est encore possible. En tous les cas, Netanyahou n'en veut pas, la classe politique israélienne n'en veut pas non plus. Dans sa grande majorité, il n'y a qu'une poignée d'Israéliens très courageux et très lucides sur le long terme, parce qu'ils se disent on va devenir un État paria, on ne peut pas vivre dans cet Israël-là. Et en fait, il y a beaucoup d'Israéliens qui quittent Israël parce qu'ils ne veulent pas vivre avec uniquement des colons et des fascistes. Et enfin, il y a beaucoup d'Israéliens libéraux qui fuient Israël pour cela. Donc l'avenir me paraît très sombre. La volonté affichée par la France de reconnaître l'État palestinien vous semble sincère? Bah, et en tous les cas, pour l'instant, elle ne s'est pas matérialisée. Mm. Donc je la trouverais Normalement, sincère. c'est en juin, c'est Oui, ce mais mois. on verra bien, parce Mm. qu'il y a des conditions, et pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi la France, qui était très longtemps à la pointe des droits des Palestiniens, en fait des droits du droit international, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et la France, à cette époque, avait un prestige énorme pour avoir le courage d'aller à contre-courant et pour avoir la lucidité de dire qu'il n'y aura pas de solution pacifique au Proche-Orient sans négociation et sans la paix, et qu'il n'y a pas de solution militaire à la question palestinienne, comme le font les dirigeants israéliens depuis 2000-2001 finalement, par la force toujours. Donc la France avait un grand prestige. Elle a quand même un peu abandonné cela. On aurait si la France reconnaît en juin la Palestine, elle sera le 148e, 149e État. C'est un peu tard. Vous pensez qu'elle a perdu prestige diplomatique? Elle a perdu une grande partie de l'aura qu'elle avait auparavant du fait de ses positions de principe qui, une fois encore, étaient à la fois lucides et courageuses. Lucides parce que uniquement des solutions politiques peuvent amener la paix au Proche-Orient, pas les solutions militaires, et courageuse parce qu'elle était un peu seule dans le camp occidental de dire aujourd'hui, je dirais que c'est un peu l'Espagne qui a repris ce rôle. Et la Mm. France ne l'a plus tout à fait. Et vous pensez que l'époque Chirac était beaucoup mieux? Bah, jusqu'en 2005, oui. Surtout l'époque Mitterrand, surtout l'époque de Gaulle. Et l'époque Chirac jusqu'en 2005, et c'est en 2005 que, affaibli sur le plan intérieur, ayant pour priorité la réconciliation avec Washington, voulant faire taire les campagnes contre l'antisémitisme en France, il a un peu abandonné des principes les plus importants. Mm. Et votre avis sur l'attitude de la classe politique française concernant ce conflit? La classe politique française est très largement pro-israélienne. Mm. Bon, l'extrême droite
l'est, mais l'extrême droite a toujours été... l'extrême droite a des racines antisémites, mais elle est pro-israélienne, mais même du temps de Jean-Marie Le Pen, c'était déjà le cas. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, juste après la guerre des 6 jours, il y avait un journal d'extrême droite, Minute, qui a titré euh, Magnifique victoire d'Israël, les Arabes ne comprennent que les coups de pied au cul et la trique. Donc en fait, l'hostilité, pour ne pas dire la haine d'une grande partie de l'extrême droite à l'égard des musulmans et des Arabes explique ce soutien à Israël. Les républicains n'ont plus grand-chose de gaulliste, parce que c'est un soutien inconditionnel, que De Gaulle et Chirac, première version, n'ont jamais fait. Et le parti de Macron, enfin les familles politiques autour de Macron, sont très largement inspirées par Israël. La plupart des leaders se sont rendus en Israël, affirmer une solidarité inconditionnelle. Le PS était divisé. Ils sont divisés entre, je dirais, Olivier Faure, qui me semble assez net sur la question, et son opposition, qui est plus pro-israélienne, et le PC, les Verts et LFI ont des positions qui me paraissent plus nettes. Et vous pensez que les filles payent très cher à cause de ça? Oui, parce que alors bon, disons qu'ils ont mal négocié le tournoi du 7 octobre en ne qualifiant pas immédiatement d'attentat terroriste cela, et depuis ils sont toujours sous le coup de cette accusation, mais en même temps, ils s'expriment clair et net, et je veux dire, mis à part cette erreur initiale, on les accuse à chaque fois d'antisémitisme, mais pour l'instant, il n'y a aucune condamnation en justice pour antisémitisme, et s'il y avait eu des déclarations antisémites, ils auraient été condamnés, parce que la justice française est beaucoup plus vive à condamner l'antisémitisme et l'apologie du terrorisme que l'apologie des crimes de guerre, qui sont restés sans réponse de la part de justice française. Alors peut-être que des fois, LFI est dans l'excès, mais quand on dit ils font ça pour draguer l'électorat musulman, ceux qui sont pour Israël, ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont étudié le droit international de façon plus approfondie? Non. C'est qu'ils ont aussi des raisons de soutenir Israël qui ne sont pas des raisons universelles de défense du droit ou même de défense des intérêts de la France. Permettez-moi de revenir sur une période plus ancienne de l'histoire et je vous prie de me corriger si je me trompe. Les résistants français à la Seconde Guerre mondiale ont été considérés comme des terroristes après la libération de la France en 1944-1945. Ils sont devenus des patriotes. Euh, Aujourd'hui, d'un côté, les partisans de la cause palestinienne considèrent les combattants de Hamas comme des résistants. De l'autre, des pays occidentaux les désignent toujours comme une organisation terroriste. Comment analysez-vous cette dualité de perception? La comparaison ne peut pas être faite de cette manière-là. Mhm. Parce que, disons que, oui, vous avez raison de dire que les résistants français étaient présentés par les nazis comme des terroristes. L'armée du crime, la fiche rouge, bon. En fait, on n'a pas d'accord sur la définition du terrorisme, mais sur quoi on pourrait se mettre d'accord. Si, par exemple, le 7 octobre, le Hamas ne s'était attaqué qu'à l'armée israélienne, bah voilà, c'était une guerre, bon. Mais il s'est attaqué à des civils. Et donc, quand vous vous attaquez à des civils de façon indiscriminée, c'est du terrorisme. Le terrorisme, c'est s'attaquer à des civils de façon indiscriminée par des moyens violents et non pas par des moyens de propagande politique. Ceci étant, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que la définition du terrorisme est uniquement limitée aux groupes infra-étatiques? Parce que là, Israël s'en prend de façon indiscriminée à des terroristes, à des civils. Et donc, on pourrait qualifier cela d'action terroriste, mais le terme de terroriste est réservé aux groupes infra-étatiques et non pas aux États. Mais effectivement, aujourd'hui, Israël a tué beaucoup plus de civils à Gaza que le Hamas n'en a tué le 7 octobre. Donc en fait, le 7 octobre doit être condamné parce que c'est un acte terroriste, on s'en est pris à des civils qui n'étaient pour rien dans tout cela, et c'était pas un combat militaire contre l'armée israélienne. Et par ailleurs, ce qu'il faut aussi dire, c'est que je veux dire, ils ont porté atteinte à la cause palestinienne aussi, parce que le Hamas est largement responsable, dans la période précédente, dans les années 90, de la disparition du camp de la paix en Israël et de la fin du processus d'Oslo. Et donc, ils ont échoué, parce qu'ils voulaient commettre ces actes-là pour avoir un État palestinien, ils ont échoué. Par contre, il y a un terroriste qui a, lui, réussi. C'est celui qui a assassiné Isaac Rabin. Parce que celui qui a assassiné Isaac Rabin, avec les encouragements moraux de Netanyahou et de Sharon d'ailleurs,
Mmh. Et la veuve d'Isaac Rabin, Léa Rabin, a tenu pour responsable moralement de l'assassinat de son mari, Sharon et Netanyahou, qu'elle n'a jamais voulu, avec auquel elle n'a jamais voulu serrer la main après le 4 novembre 1995. Et donc, ce terroriste-là, lui, il a réussi son coup parce qu'il a vraiment, effectivement, blessé durement et mis fin au processus de paix. Mais les pays occidentaux insistent fortement sur la nécessité de libérer les otages israéliens. Pourtant, ils oublient ou peut-être ils ignorent les milliers de Palestiniens dans les prisons israéliennes, pardon, et les 2 millions de Gazaouis sous blocus et bombardement. Comment vous expliquez ces deux poids, deux mesures? Alors, ils n'oublient pas les 2 millions de Gazaouis parce qu'ils en parlent et ils demandent à Israël de la retenue, mais ils ne prennent aucune décision. C'est purement Oui, verbal. tout à fait. Quant aux prisonniers, vous avez raison, ils sont ignorés. Et certains sont des prisonniers parce qu'ils ont été condamnés, d'autres n'ont pas été condamnés. C'est la détention administrative héritée de la législation britannique qui permet, sur un simple soupçon, sans jugement, de prendre quelqu'un, de le mettre en prison et souvent de le maltraiter par Il ailleurs. y a des enfants, Et des il y a des enfants de enfants 12 aussi. ans qui Mmh. sont comme cela. Et donc effectivement, les pays occidentaux, alliés d'Israël, passent sous silence cela. Et je dirais que les médias français ont beaucoup repris le point de vue israélien en parlant beaucoup des otages. Il faut qu'ils soient libérés, c'est un fait, mais sans très peu parler de la population de Gaza et sans jamais parler des prisonniers palestiniens. Et tous les prisonniers palestiniens n'ont pas du sang sur les mains, contrairement à ce que Israël voudrait laisser croire. Il y a des gens qui sont arrêtés sur la simple base de soupçons où juste en fait on veut les arrêter comme cela, et donc il n'y a pas eu un procès, il n'y a pas de preuves, ce sont des accusations. Je passe à la page 141. Vous décrivez le 11 septembre 2001 comme un game changer. Quel rapport avec le soutien inconditionnel à C'est Israël? le 11 septembre a été pas un game changer au niveau géopolitique, ça n'a pas changé les rapports de force. Mmh. Ça a été un game changer pour Israël qui a dit nous avons notre Ben Laden, il s'appelle Arafat. Et donc ils ont pu, disons que la conjonction de la reprise de l'intifada, de la promenade d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées qui a suscité, comme prévu et comme il le voulait d'ailleurs, la reprise des affrontements et la conjonction avec le 11 septembre a fait que, en fait, Israël a pu apparaître de nouveau comme le bastion de la lutte contre le terrorisme dans le monde occidental. Et ne plus apparaître comme un pays, comme un État qui opprime une population, mais comme un pays qui se bat pour tout le monde contre le terrorisme. Mmh. Alors que moi je pense que la répression nourrit beaucoup plus le terrorisme qu'elle le combat. Quand vous bombardez autant de gens, quand vous faites toutes ces actions, vous nourrissez le terrorisme et vous ne le combattez pas. Vous le combattez et le nourrissez en même temps, quoi. Et donc, pour cela, dans l'esprit des gens, le 11 septembre est un game changer parce que il y a aussi une plus grande assimilation de l'islam et du terrorisme. Est-ce qu'il y a une stratégie de type, on parle plus de l'Ukraine pour parler moins de Gaza? Bah, en tous les cas, je sais pas si c'est une stratégie, mais c'est une réalité. Une On, réalité. on parle beaucoup plus de l'Ukraine. Disons que quand les Russes bombardent Kiev, ça fait la une des journaux. Mais c'est pas tous les jours. Mmh. Or, c'est tous les jours que Israël bombarde Gaza, et ça ne fait jamais la une des journaux. Donc, effectivement, il y a une proximité. Pourquoi? Parce que on se sent plus proche de l'Ukraine, que Poutine est un ennemi du monde occidental, et donc ça fait deux raisons dont une seule suffirait pour qu'on parle beaucoup de l'Ukraine. Il y a la proximité géographique, culturelle et civilisationnelle, et à l'inverse, on est allié à Israël. Donc, normalement, on devrait condamner avec la même force les bombardements israéliens sur des civils, que les bombardements russes sur des civils, mais ce n'est pas le cas. Et vous pensez que Hasbara est en crise en ce moment? Bah écoutez, c'est un boulot difficile parce que c'est quand même de plus en plus difficile de justifier l'injustifiable. Mmh. Comment justifier que des gens soient brûlés vifs? Parce que Israël dit non, mais il y avait un terroriste, donc on a tué plein d'enfants, plein de femmes. Comment justifier d'affamer volontairement des gens? Et il y a certainement des enfants qui vont avoir des retards irréversibles dans leur développement du fait de l'absence de nourriture à un jeune âge.
comment cet hiver, il y a des nourrissons qui sont morts de froid, donc c'est de plus en plus injustifiable. Donc il y a toujours une très forte hasbara. Il y a des gens, je veux dire, même si demain Israël lance une bombe atomique sur Gaza, il y a toujours des gens qui vont soutenir cela. Ils sont quand même moins nombreux. Et je vois d'ailleurs qu'il y a des gens qui jusqu'ici soutenaient Israël mordicus et qui commencent un peu à dire ah non, il faut arrêter, c'est pas normal. Et souvent c'est les mêmes qui nous accusaient, nous qui dès le début on dit c'est disproportionné, on va à la catastrophe, Israël ne saura pas se retenir, c'est pas uniquement une légitime défense, c'est une vengeance, c'est collective sur un peuple. On était traités d'antisémites Mm. à l'époque, dès rapidement, très rapidement. Et en fait, maintenant, il y a des gens qui disent la même chose, et souvent, ce sont ceux-là qui nous ont traités d'antisémites il y a 15 ou 18 mois. Tout à fait, vous traitez, 2 sujets très sensibles en ce moment en France, l'islamophobie et l'antisémisme. Hem, Est-ce qu'il existe aujourd'hui une laïcité, falsifiée en France? Oui, oui, parce que effectivement, certains se servent de la laïcité dans un but unique, c'est de délégitimer les musulmans Mmh. et de dire la loi de 1905, elle est très nette. Toutes les croyances sont permises et les non-croyances le sont. Je ne suis pas obligé de, moi, je suis pas croyant, mais je ne trouve aucun problème à ce que d'autres croient dans le Dieu de leur choix, tant qu'ils m'imposent pas ni leurs croyances ni leur mode de vie. Mmh. Je veux dire, si les musulmans veulent s'habiller comme cela, ne pas boire d'alcool et faire 5 prières, tant qu'ils m'obligent pas à faire comme eux, ça me pose aucun problème. Mais on voit bien là, et que c'est une forte d'importation un peu du conflit. C'est qu'il y a une diabolisation, une stigmatisation des musulmans, liée en France spécifiquement au souvenir de la guerre d'Algérie, qui a été traumatique, liée aussi aux actes terroristes avec cette assimilation dont on parlait tout à l'heure, Mmh. et liée aussi au fait de dire bah les musulmans sont les ennemis d'Israël là-bas, c'est aussi nos ennemis, il faut pas qu'ils prennent trop d'importance, il faut pas qu'ils me prennent trop de place. Et donc quand on tue quelqu'un qui est en train de prier dans une mosquée, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas d'islamophobie. Et quand on dit que le terme, le concept d'islamophobie a été inventé par les mollahs iraniens pour empêcher une critique de l'islam, c'est historiquement faux, c'est un mensonge. Ce C'est-à-dire? terme a été inventé par les sociologues français au début du XXe siècle, donc c'est pas du tout les mollahs iraniens. Et d'ailleurs, le terme d'islamophobie n'existe pas en Mais persan. à votre avis, pourquoi il dit ça? Hein? Pourquoi il Parce dit qu'en ça? fait, comme les mollahs iraniens sont impopulaires en France, si on dit que c'est eux qui l'ont inventé, on va dire bah non, il faut être pour l'islamophobie si c'est les mollahs iraniens qui ont inventé ce thème. Waouh. Monsieur Boniface, ma dernière question. Vous écrivez dans une époque marquée par les tensions, par les accusations, directes et une époque marquée aussi par les censures. À votre avis, quel est le coût aujourd'hui d'une parole libre? Bah, écoutez, je suis pas en prison, je dors chez moi, Mmh. j'ai des amis et bon. Mais il est certain que j'aurai beaucoup plus de médias, beaucoup plus très régulièrement, j'ai des conférences qui sont annulées, des médias qui ne m'invitent pas, des contacts. On a organisé un festival géopolitique à Nantes qui était très important, qui était cru par les jeunes, il a été supprimé. Donc voilà, disons que j'ai moins d'avantages que si j'étais dans le mainstream, mais voilà. Je veux dire, j'ai aussi la reconnaissance de beaucoup de gens qui ont confiance dans ma parole parce qu'ils savent que je le fais pas par intérêt. Mes intérêts seraient beaucoup mieux défendus si je soutenais, je m'engage pour Israël, on de la lutte contre le terrorisme, l'islam est une menace. Bon, voilà, si je reprenais le langage. Moi, j'ai pas fait ce métier pour, je veux dire, en plus, tout ça, c'est non seulement une insulte au principe, mais c'est aussi une insulte à l'intelligence parce que Mmh. ce sont des mensonges. Ce sont, voilà, on essaie que les gens ne comprennent pas. Et moi, je fais ce métier de prof pour que les gens comprennent et pour que moi-même je puisse comprendre. Donc une fois que j'ai compris les choses, je vais pas me mentir à moi-même et je vais pas mentir aux autres. C'est si difficile, d'être au bon côté de l'histoire Bah, aujourd'hui? moi, je trouve pas ça, c'est parfois un peu gênant, vous avez parfois quelques désagréments, mais je dors tranquille. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci à vous. اليوم ونحن نطوي هذه الدقائق الأخيرة من الحوار، لا نطوي الملف، بل نعيد فتحه من موقع المسؤولية. فما طرح في هذا الكتاب وما نوقش هنا ليس رأيًا عابرًا، بل محاولة جادة لإعادة ترتيب ما نراه وما لا نراه، وإصرار دائم على التحدث عن غزة حتى لا تنسى في زحام الأخبار. فحتى يومنا هذا لم يمنح أهالي هذا القطاع المحاصر وقتًا لالتقاط الأنفاس.
ولم يمنح العالم الشجاعة الكافية لوقف الحرب، ولا تزال الجرائم ترتكب في وضح النهار وتشرع دولياً. أشكر كل من اختار أن يصغي لهذا اللقاء، وأشكر ضيفي باسكال بونيفاس على حضوره وجرأته في فتح هذا الملف. نلقاكم في حوار قادم، ونودعكم وقد ازداد ثقل السؤال: ماذا يعني أن نعرف وأن نصمت؟ إلى اللقاء.